la paix. Nous voulons la paix dans notre pays. Nous devons entrer d'office prendre la 7e province de la République démocratique du Congo qui sera le Rwanda. La RDC est intouchable. Il n'y a pas un Congo sans le Nord Kivu. Nous voulons la paix. Comme nous l'avons dit au départ, on devrait d'abord commencer par une manifestation pendant laquelle nous avons pu passer nos différents messages autour des drames que d'aucuns ignorent, que notre pays connaît une situation d'agression. L'agression du AFC M23 soutenu par les Rwandais qui veulent coûte que coûte pouvoir occuper les territoires congolais. Alors, après avoir passé ces messages, la deuxième activité, c'était une conférence. Et cette conférence, moi-même je vais l'animer, accompagné de cordons. Et après l'exposé que je vais devoir faire ici, nous allons pouvoir échanger avec vous autour de cette question qui aujourd'hui semble être une question de vie ou de mort. Conférence, j'avais préparé une thématique qui portait sur la gouvernance sécuritaire à l'épreuve de la résurgence des insurrections en République démocratique du Congo. Notre allocution va tourner autour de 5 points. Le premier point va porter sur la trajectoire tumultueuse et boueuse de la toutification de la RDC. Et le deuxième point va tourner autour des causes de la résurgence des insurrections en République démocratique du Congo. Le troisième point, nous allons dégager les conséquences, n'est-ce pas, de ces agressions à multiples variables. Et le quatrième point va porter sur les perspectives, c'est-à-dire les solutions que nous pouvons envisager pour restaurer la paix sur toute l'étendue de notre pays. Et enfin, nous allons devoir parler sur les attitudes qu'il faut adopter pendant ces moments difficiles. Sans plus tarder, je m'en vais pour le premier point qui porte sur la trajectoire tumultueuse et boueuse de la toutification en République démocratique du Congo. Comme vous pouvez le constater, la guerre à laquelle nous faisons face aujourd'hui n'a pas commencé aujourd'hui. C'est une guerre qui tire ses origines depuis 1994, à partir du moment où il y a eu l'assassinat du président du Rwanda, Abiy Ahmed, qui était de l'ethnie Hutu. Après l'assassinat d'Abiy Ahmed, il y a eu une partie des Hutus qui ont fui leur pays pour venir s'installer en République démocratique du Congo, et plus précisément dans sa partie est. Et une fois ils se sont installés, Kagame avec son armée s'est emparé, n'est-ce pas, de la République du Rwanda, où dans un premier temps il sera vice-président, parce que à l'époque c'était le pasteur Bizimungu qui était le président de la République.
avec Kagame comme vice-président. Mais la réalité, puisque cette configuration n'était qu'une théorie, mais la réalité était que Kagame, comme homme fort, avait tout simplement mis stratégiquement Bizimungu comme président, d'autant plus que Bizimungu était de l'ethnie Hutu. Tellement qu'on a attribué la question de la génocide du Rwanda aux Tutsis, alors Kagame ne pouvait pas faire de lui-même comme président de la République. Alors, pour apaiser les tensions qui remontaient du côté de Hutu, il fallait imposer un Hutu comme président de la République. Alors qu'en réalité, celui qui était le président de la République, c'était lui-même Paul Kagame. Alors, Kagame, arrivé au pouvoir, a commencé à avoir des ambitions expansionnistes. D'autant plus qu'il a lui-même constaté que les pays, le Rwanda, n'étaient pas vaste. Alors il fallait chercher outre-terre. Et l'endroit indiqué pour lui, c'était la République démocratique du Congo. Alors la stratégie était celle de pouvoir combattre Mobutu jusqu'à placer un rwandophone à la RDC pour leur permettre, n'est-ce pas, d'avoir le contrôle non seulement des territoires congolais, mais aussi de la richesse du Congo. Alors, il s'est fait malheureusement à l'époque, Mobutu, qui était très fort et qui était une pièce stratégique pour même la politique américaine, il n'y a pas eu moyen que celui-là soit investi de son pouvoir. À un moment donné, il a été constaté que Mobutu de plus en plus s'affaiblissait. Alors, avec cet affaiblissement de Mobutu, ils vont préparer une conférence, à l'époque appelée conférence de Lemera, où dans cette conférence, on a réuni presque tous les États de l'Est. Parmi ces États, nous pouvons citer, il y a eu le Rwanda, il y a eu le Burundi, il y a eu la Tanzanie et il y a eu l'Ouganda. Alors ils se sont réunis dans cette localité qu'on nomme Lemera. C'était pour débattre sur l'occupation de notre territoire. Alors, à l'issue de cette rencontre, il a été signé un accord dénommé Accord de Lemera. Et dans l'accord de Lemera, il a été question de pouvoir combattre Mobutu. Et comme on savait que Mobutu était déjà affaibli, il fallait le combattre de telle sorte que, une fois la République démocratique du Congo est tombée entre les mains des rebelles, ils vont placer les leurs à la tête de la République démocratique du Congo, ce qui leur permettrait, n'est-ce pas, d'avoir les contrôles de la République démocratique du Congo. Mais comment on pouvait y arriver? Pour y arriver, ils se sont dit que tous les pays qui se sont réunis à Lemera étaient des pays étrangers. Or, ils savaient l'esprit patriotique des Congolais. Si on vient avec des personnes, il n'y a pas de souches congolaises, ça va passer difficilement. C'est comme ça qu'ils vont se organiser, de telle sorte que l'on fasse de ces mouvements un mouvement congolais. À l'époque, on savait que la personne qui combattait Mobutu, c'était Laurent Désiré Kabila, qui a mené tant d'offensives contre le pouvoir de la RDC. Il a mené beaucoup de révolutions contre le pouvoir de la République démocratique du Congo, mais à un moment donné, il était fatigué. Il est allé
séjourner à la Tanzanie. Alors, on va faire appel à Laurent Désiré Kabila, qui était un ancien maquisard, pour lui dire que voilà, nous voulons attaquer Mobutu, mais nous voulons que vous soyez les commandants de ces mouvements. Et c'est dans ce contexte que Laurent Désiré Kabila va faire partie, n'est-ce pas, du mouvement de libération du Congo. Alliance pour la libération du Congo. AFDL en sigle. Et la guerre a commencé. Là, nous sommes en 1996. Alors la guerre a commencé au Kivu. Et comme la personne qu'on avait mis à l'avant-plan avait une physionomie congolaise, ça a permis à ce que les Congolais adhèrent à ce mouvement. Ce qui a permis à ce que la guerre a commencé, n'est-ce pas, de Goma, et les villes tombaient progressivement. Jusqu'à ce que Laurent Désiré Kabila va occuper toute l'étendue du territoire national. Mais une parenthèse, comment Laurent Désiré Kabila a réussi à contourner les plans macabres qui a été inventé par les Rwandais. Il va les contourner parce que l'accord de Lemera, personne n'avait accédé à cet accord. Moi, j'ai eu quand même la chance d'accéder à l'accord de Lemera. Il y a presque 2 articles, puisque je ne saurais pas vous parler de tous les articles, 2 articles de cet accord qui semblaient déjà être des dispositions pour récupérer la majeure partie de la République démocratique du Congo. Dans son article 8, il est stipulé ce qui suit: tous les pays qui vont accompagner pour la révolution auront les contrôles de 300 km à partir de leurs frontières. C'est là pour autant dit, c'est-à-dire les Rwandais devraient venir jusqu'à Beni. L'Ouganda devrait venir jusqu'à Depassawacha. Et le Burundi, ainsi de suite. C'était ça, l'article 8, n'est-ce pas, de l'accord de Lemera. Et un autre article disait à ce que tous les pays qui ont accompagné, n'est-ce pas, ces mouvements de rébellion auront un droit sur les fonds de la République démocratique du Congo. Et alors, lorsqu'ils étaient à l'acheminement, Laurent Désiré Kabila a compris que la stratégie des Rwandais n'était pas de faire de lui président de la République. La stratégie était plutôt qu'il soit là, puisque les Congolais vont adhérer au mouvement. Mais une fois à Kinshasa, soit on va l'éliminer, soit on les met à l'écart, on prend un Rwandais pour le mettre là-bas. D'ailleurs, selon les informations à notre possession, la personne qui était préparée pour être président de la République, c'était Bismarck Kara. Mais malheureusement, Laurent Désiré Kabila va contourner, n'est-ce pas, ces plans établis, n'est-ce pas, par ces pays étrangers. Arrivé à Lubumbashi, il va s'autoproclamer avant même qu'il n'arrive à Kinshasa. Il va s'autoproclamer président de la République. Ce qui était déjà un blocage parce qu'il avait déjà l'effectivité du pouvoir. Alors, arrivé à Kinshasa, un élément qui atteste la désolation, n'est-ce pas, des pays voisins, c'est le discours de Kagame et le discours de Museveni. Museveni avait dit quoi? Oui, Kabila, vous avez réussi, n'est-ce pas, à avoir l'effectivité du pouvoir, mais désormais, le Congo devient la mère nourricière de tous les pays voisins de la RDC.
Kagame va dire, il accepte, n'est-ce pas, ce que Laurent Désiré Kabila a fait, mais malheureusement, ce n'était pas ce qu'ils se sont convenus au départ. Parce que le souci était quoi? C'était le souci de placer un Tutsi au niveau de la présidence de la République démocratique du Congo et de sorte que tous ces pays-là puissent avoir, n'est-ce pas, les contrôles de la République démocratique du Congo. Voilà un peu ce que j'ai qualifié de la trajectoire tumultueuse et boueuse de la toutification de la République démocratique du Congo. C'était plutôt de mettre quoi? Un Tutsi, de manière à ce que le Tutsi puisse avoir le contrôle de la République démocratique du Congo. Et s'il faut céder certaines parties de nos terres, ça pouvait être facile. Voilà, j'ai atterri avec le premier point. Nous abordons maintenant le deuxième point en rapport avec les causes de la résurgence des insurrections en République démocratique du Congo. Comme vous venez de suivre simplement les points en rapport avec la trajectoire tumultueuse et boueuse de la toutification de la République démocratique du Congo, vous allez vous rendre compte que la première cause, c'est les relents expansionnistes. Les relents expansionnistes, cela veut dire quoi? L'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, c'est que savent que non, ils ont un territoire moins étendu, n'est-ce pas? Alors la solution c'est quoi? Il faut chercher là où on peut trouver les étendus. Par exemple, aujourd'hui, quand vous arrivez au Rwanda, vous allez voir que compte tenu de l'afflux démographique, parfois, ils n'ont plus des étendues pour, par exemple, faire l'agriculture. Et d'où la première motivation, c'est-à-dire, on veut chercher des espaces où, mais sur le sol congolais. Deuxième cause, c'est le pillage des matières premières. Comme vous pouvez constater ça aujourd'hui, le Nord Kivu, ou la partie est de la République démocratique du Congo, c'est une partie qui a les scandales géologiques, où on retrouve beaucoup de minéraux, entre autres les téléphones que nous utilisons ici, les matières avec lesquelles on fabrique les téléphones se retrouvent au Nord Kivu et à une grande quantité mondiale. Et maintenant, Kagame veut avoir les contrôles de toutes ces matières et chercher comment piller ça, non seulement lui, mais appuyer avec les puissances étrangères et avec les multinationales. Comme deuxième cause que vous pouvez retenir ici, c'est le pillage des matières premières en République démocratique du Congo. Troisième cause, c'est la volonté des grandes puissances et les multinationales. Parce que ce sont les multinationales qui ont besoin de ces matières, n'est-ce pas, pour la fabrication de téléphones et d'autres matériels électroniques. Alors, si il n'y a pas de désordre, n'est-ce pas, en République démocratique du Congo, on ne sait pas facilement accéder à toutes ces matières. Et que la République démocratique du Congo peut, en fait, imposer certains principes, voulais-je dire, pour accéder à ces matières. Voilà un peu ce que vous pouvez retenir comme étant des causes de la résurgence des insurrections en République démocratique du Congo. Ce sont les pertes en vies humaines.
quand vous évaluez depuis que la guerre a commencé en 1997 jusqu'à aujourd'hui, où nous avons eu toute une trajectoire de la toutification, à commencer par les RCD, n'est-ce pas, en passant par les CNDP, jusqu'à aujourd'hui avec les M23 AFC, ce sont les mêmes acteurs, n'est-ce pas, mais qui ne font que changer de nom. À l'époque de Kabila, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'on a trouvé que Kabila était intransigeant, Laurent Désiré Kabila était intransigeant, il fallait chercher comment le faire partie du pouvoir. On a commencé à organiser des coups d'État, n'est-ce pas, pour faire partir Kabila du pouvoir. Mais c'est fait malheureusement, c'était des coups d'État manqués. Mais les coups d'État importants que je peux souligner ici, c'est celui qui a été organisé en 1998, lorsque Kabila était dans une rencontre à Harare, et qu'au pays, il a été déjà organisé un coup d'État, tout simplement pourquoi? Parce que Kabila avait décidé que toutes les troupes étrangères doivent rentrer chez elles. Non seulement ces troupes étrangères doivent rentrer chez elles, mais aussi que les Rwandais qui sont au Congo doivent respecter les Congolais. Alors il va commencer par révoquer d'abord James Kabaré, qui était le chef d'état-major de l'armée. Et lorsqu'il a révoqué, les Rwandais sont rentrés chez eux en colère. Et toutes ces troupes, notamment les Ougandais et les autres, étaient rentrés chez elles. Maintenant, la conséquence, c'était quoi? Il fallait maintenant organiser un coup d'État pour renverser le pouvoir de Kabila. Et la stratégie était que l'on puisse abattre Kabila de la même manière que Habyarimana a été abattu. Et qu'est-ce qu'on va mettre en place comme stratégie? Comme il était en voyage, on l'attendait de son arrivée à l'aéroport de Ndjili pour qu'il soit abattu. Mais malheureusement pour eux, Kabila était informé avant. Et à son atterrissage, il va atterrir non seulement avec l'avion passager, mais aussi il s'était muni, n'est-ce pas, d'une valise de gaz. Et ce gaz-là, comme vous connaissez, lorsqu'on tire sur quelqu'un, lorsqu'il a le gaz dans ses mains, ça peut causer des situations qu'on a vécues au Japon, avec Nagasaki et Hiroshima. Et c'est comme ça que l'équipe qui était préparée pour assassiner Laurent Désiré Kabila avait pris fuite à partir du Congo-Brazza, composé de non, les noms m'échappent encore. Je venais de parler de son nom ici, celui qui était préparé pour être président, Bismarck Kara, n'est-ce pas, qui va être avec son équipe, qui va traverser le Congo Brazza pour l'Afrique du Sud. Arrivé à l'Afrique du Sud, ils vont préparer maintenant la guerre contre la République démocratique et ils vont rentrer à Goma, commencer la guerre avec l'RCD Goma, n'est-ce pas? Ça c'est, comme je vous ai parlé de la trajectoire tumultueuse, c'est-à-dire commencer avec le mouvement du RCD. Or, les RCD, c'était les mêmes acteurs, n'est-ce pas? Les Rwandais qui sont venus avec les RCD, accompagnés de certains Congolais qui étaient considérés comme des traîtres. Entre autres, il y avait les Wamba Dioramba, et les Aïdi Ngoma et consorts, n'est-ce pas? Qui étaient dans RCD, voire même certaines personnalités qui sont dans le pouvoir actuel, n'est-ce pas? Qui se retrouveraient dans ce mouvement du RCD Goma. Mais lorsque ça n'a pas marché avec le RCD Goma, ils vont revenir pour signer l'accord, ainsi de suite, pour leur intégration dans l'armée. Mais comme l'objectif n'était pas celui-là, ils vont encore revenir sous une autre forme avec le Rakunda, n'est-ce pas? Ils sont revenus maintenant, non plus avec les RCD, ils vont revenir avec les CNDP. Et avec les CNDP, ils ont combattu, mais ils vont encore revenir avec un accord, signer un accord pour être réintégrés dans l'armée. On les a réintégrés, on a fait tout ce qu'on pouvait faire pour eux, mais comme cela n'était pas leur objectif,
Ils se sont transformés maintenant au M23. Ils vont combattre avec les M23, ainsi de suite. Tout simplement pourquoi ils se réclamaient que non, ils se sont soulevés contre l'État congolais à cause de non-respect de l'accord du 23 mars. Ce qui signifie d'ailleurs l'appellation M23, l'accord du 23 mars. Comme cela ne suffisait pas, ils ont encore repris jusqu'à aujourd'hui où ils ont fait une alliance AFC M23. Alors c'est pour vous faire tout simplement comprendre que la trajectoire dont j'ai parlé ici, ce sont les mêmes acteurs, n'est-ce pas, qui ont commencé la guerre en 1997, qui se sont transformés au RDC, qui se sont transformés au CNDP et finalement avec les M23 et AFC M23. Et donc, depuis cette trajectoire, comme je le disais, conséquence c'est quoi? Nous avons connu une perte incommensurable de vies humaines. Nous avons perdu nos frères, nos sœurs, et il y a une crise humanitaire qui s'est installée à l'est de la République démocratique. Question de l'environnement. Vous le savez, à chaque fois qu'il y a la guerre n'est pas rien, n'est-ce pas? La guerre n'est pas rien. Troisième conséquence, c'est l'exploitation illicite à outrance. Pendant toute la période de la guerre, comme vous le savez, il n'y a pas de contrôle. Par exemple, aujourd'hui, quand vous allez à Bunagana, vous allez à Ruchuru, vous allez à Massis et consorts, vous allez constater que la manière dont on est en train d'exploiter là-bas, c'est de manière incontrôlée et que l'État congolais ne sait pas s'imposer, n'est-ce pas, sur cette façon de l'exploitation. Ce qui est une conséquence aussi grave sur, n'est-ce pas, le revenu ou la dividende de l'État congolais. Voilà un peu, en grosso modo, ce que nous pouvons retenir comme étant les conséquences, n'est-ce pas, de cette résurgence des mouvements insurrectionnels. Quelle solution? Puisque c'est plus de décennies que nous sommes dans cette situation. Je crois que les solutions qui sont envisagées sont notamment des solutions politiques et diplomatiques et solutions militaires. Solutions diplomatiques et politiques, c'est-à-dire que les pays doivent dialoguer avec les parties prenantes, non seulement le Rwanda qui est notre agresseur, mais au niveau interne, il faut aussi dialoguer. Parce que cette situation demande à ce qu'il y ait aussi l'unité nationale, qu'il y ait également, qu'il n'y ait pas ce que nous avons appelé l'exclusion politique. Parce que des fois également, les frustrations peuvent être à cause de certains comportements de nos compatriotes que nous n'apprécions pas. Alors, au niveau des solutions diplomatiques et solutions politiques, il serait souple, il serait mieux de commencer par dialoguer non seulement avec les agresseurs qui sont connus très bien, qui est les troupes rwandaises, mais aussi il faut qu'il y ait une cohésion nationale autour du commandant suprême qui est le chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Deuxième solution, je le dis ici, c'est une solution militaire. Il faut qu'il y ait une puissance militaire. Parce que nous ne pouvons que nous faire respecter à travers une puissance militaire. Il y a certains auteurs qui définissent
la sécurité comme étant l'absence des menaces. Et pour arriver à éradiquer les menaces, il faut avoir la puissance de fait. C'est-à-dire que le gouvernement doit non seulement donner les moyens à nos vaillants combattants, les FARDC, donner les moyens à nos vaillants de Wazalendo, équiper ces derniers et aussi les prendre en charge de telle sorte que cette armée puisse faire son travail comme nous sommes en train de l'attendre. Mais aussi une mobilisation populaire. Cette mobilisation populaire a un impact non négligeable sur la morale de nos vaillants combattants. Puisque lorsque nous nous mobilisons, ils savent que la population est derrière la troupe. Je crois que ça va plus motiver la troupe. Maintenant, quelle attitude prendre pendant ce moment ici? La première attitude, c'est le patriotisme. Nous devons avoir l'amour de notre patrie parce que nous n'avons que la RDC comme patrimoine commun. Tout Congolais, sans tendance politique, nous devons aimer notre pays, soutenir notre pays avec ce que nous pouvons avoir comme moyen, avec nos prières, avec nos manifestations. Je crois que ça sera une grande contribution pour que nos vaillants combattants puissent aller jusqu'au bout et pourquoi pas aller aussi conquérir le Rwanda, comme il a été dit tantôt, pour que ce soit une 27e province de la République démocratique du Congo. Nous devons également être vigilants parce que le moment est très fort et qu'il faut une vigilance parce que nous ne savons pas sur quel chemin ou sur quelle voie l'ennemi peut nous envahir. Si nous sommes vigilants, nous pouvons dénoncer à chaque fois que nous voyons les suspects là où nous sommes. Voilà un peu les condensés de la communication que j'ai pu préparer pour la journée d'aujourd'hui. Je vous dis sincèrement merci pour votre attention. En connivence avec la M23 qui cherche maintenant comment renverser Félix Tshisekedi. Et quand ils vont chercher comment les renverser, et maintenant vont chercher à mettre un Rwandais là qui pourra peut-être diriger aussi la province, disons le pays. Hein? Raison pour laquelle nous sommes en train de dire non à cette violence-là. Nous voulons vraiment que la RDC soit dirigée par les Congolais eux-mêmes. Alors, je pense que cet exposé, c'est vraiment important, ça interpelle la conscience de tout un chacun, afin que nous puissions prendre des décisions. Hein? Congolais, ne restons pas seulement en train de penser, non, nous souffrons, nous faisons ceci, mais nous devons prendre aussi des décisions pour que la RDC puisse aller de l'avant. Encore ajouter un tout petit peu là, mais nous demandons à ce que vous, l'avenir de demain, que vous puissiez réfléchir, hein, que vous puissiez mettre vraiment votre ménage en marche pour que vous puissiez réfléchir pour l'avenir de ce pays. Puisque aujourd'hui, nos enfants seront l'avenir de demain. Et si nous ne cherchons pas à trouver des pistes de solutions pour que ces enfants soient bien demain, ça sera vraiment un problème compliqué pour nous. Merci beaucoup, Cordon. Et à présent, nous remettons la parole à l'auditoire afin que s'il y a des questions, des observations ou des commentaires, puisqu'il s'agit d'une journée d'échange.
Merci pour la parole accordée. Moi, je n'ai pas vraiment la question à poser, mais je tiens à vous remercier parce que avec le cours de l'éducation civique et morale, non, disons éducation à la citoyenneté, vous venez de nous expliquer comment est l'origine de la guerre de la RDC. Vraiment, moi là, je ne savais pas d'où vient même, je ne savais pas l'origine de cette guerre. Mais à partir de la journée d'aujourd'hui, je viens de découvrir d'autres choses qui sont tellement importantes pour moi. Alors, je tiens à vous remercier au nom de l'auditoire et à moi-même. Je vous dis merci. Vous venez de nous expliquer ici comment Joseph Kabila était arrivé au pouvoir assis à la tête de la République démocratique du Congo. Vous nous avez parlé aussi de Laurent Désiré Kabila Limousin. Ma question est celle-ci. Est-ce que réellement Joseph Kabila Kabange est le fils de Laurent Désiré Kabila? Merci. Pour la question, je réponds directement, n'est-ce pas? Lorsqu'il y a une question, je dois directement réagir. Je crois qu'à cette question, je pourrais peut-être vous rétorquer la même question. Qu'est-ce que vous pensez de Joseph Kabila? Parce que la personne qui pose la question a la moitié de la réponse. Moi, je pense que vous et moi, selon les informations à notre possession, sauf avis contraire, nous savons que on nous a présenté Joseph Kabila comme le fils de Laurent Désiré Kabila. À moins que si vous avez d'autres informations, vous avez d'autres éléments qui attestent que non, ce n'est pas le fils à Laurent Désiré Kabila, nous allons nous adhérer à ça. Mais au moins ce qui est connu, on a présenté Joseph Kabila en République démocratique du Congo comme le fils de Laurent Désiré Kabila. Nous, nous sommes scientifiques, on ne peut pas baser nos réflexions sur base de rumeurs. Parce que tel a dit que non, il n'est pas fils de Kabila, et nous commençons à chanter que voilà, Joseph Kabila n'est pas fils de Kabila. Ça, nous ne le savons pas. Je n'ai pas un élément qui me permettrait de dire le contraire par rapport à ce que je sais qu'on l'a présenté comme le fils de Laurent Désiré Kabila. Il y a une question. Oui, merci pour la parole accordée. J'avais suivi à l'information, j'avais suivi un extrait de la rencontre qui venait de se passer là-bas aux États-Unis. On avait dit que les États-Unis d'Amérique, ils avaient passé un contrat avec Kagame, un contrat que le Rwanda devrait leur fournir des matières premières. On avait dit aussi que c'est l'une des raisons de la guerre qui se passe à l'Est. Je ne sais pas si c'est comment. Dame, contrat, quoi? Ça, je ne sais pas. Mais à ce que je sais, quand je faisais mon exposé ici, j'ai dit clairement que la guerre est soutenue, non pas seulement par les Rwandais, mais derrière cette guerre, il y a les multinationales et les grandes puissances. Or, quand nous parlons déjà des grandes puissances, nous voyons aussi les États-Unis parmi les grandes puissances. C'est-à-dire que les États-Unis aussi ont ses intérêts au Congo. Et que la guerre que nous subissons aujourd'hui, ce sont les grandes puissances. Or, lorsqu'on parle déjà des grandes puissances, je pense que nous avons déjà parlé des États-Unis parmi nos agresseurs. On est interposé parce que les États-Unis ne viennent pas directement nous faire la guerre. Les États-Unis passent plutôt par des personnes interposées. C'est que la même a appelé toujours que c'est une guerre de procuration. Les vrais meneurs de cette guerre-là n'apparaissent pas. Ce sont d'autres personnes qui apparaissent sur le terrain, mais en réalité, ce sont plutôt ces grandes puissances qui sont en train de financer la guerre en République démocratique du Congo. Oui, monsieur. Je voulais seulement savoir, parce que les Rwandais ont leur grande puissance. Est-ce que l'RDC n'a pas aussi de grandes puissances? Comme les Rwandais ont leur puissance, ont leur grande puissance, l'RDC n'a pas de grande puissance. Je vais commencer d'abord par éclaircir la question des grandes puissances, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ce soit les Rwandais, que ce soit la RDC,
personne n'a une grande puissance, n'est-ce pas? Parce que ce soit la RDC, que ce soit les Rwanda, l'un ou l'autre peut aussi se faire une puissance, n'est-ce pas? Sur l'échiquier mondial. Mais dans l'ordre mondial, il est connu qu'il y a des pays qui sont connus comme étant des pays puissants, n'est-ce pas? Et ces pays puissants utilisent d'autres pays, n'est-ce pas, comme, comment dirais-je, comme leur bouclier. Ok? Alors, par exemple, le cas du Rwanda. Le Rwanda est utilisé parce qu'on sait que le Rwanda peut facilement entrer en RDC. Nous sommes en frontière avec le Rwanda, mais non seulement nous sommes en frontière avec le Rwanda, mais les autres là, par exemple les États-Unis. Quand vous allez aux États-Unis, la plupart des autorités aux États-Unis, des personnalités aux États-Unis, se sont mariées avec des femmes rwandaises. Et il y a déjà une relation de beau-frèrerie qui s'installe, n'est-ce pas? À partir de cette relation de beau-frèrerie, on sait que si nous utilisons nos beaux-frères pour faire tel acte, ils peuvent faire ça facilement, n'est-ce pas? Et c'est selon mes intuitions ou mon imagination, je pense que les grandes puissances là, notamment les États-Unis, profitent plutôt de cette relation pour utiliser quoi? Les Rwandais. C'est comme ça que la RDC, comme je l'ai suivi par l'entremise du président de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, qui disait que le président de la République démocratique du Congo doit prendre le courage pour avoir de nouveaux alliés, n'est-ce pas? C'est-à-dire, comme les autres ont les puissances, elle peut aussi, c'est-à-dire notre pays, peut aussi s'allier avec d'autres puissances. Comme ça, là, on peut avoir maintenant l'équilibre, n'est-ce pas, des forces. Vous comprenez? Puisque s'il n'y a pas cet équilibre, ça va toujours être à notre défaveur. En quelque sorte, il n'y a pas de puissance pour les uns ou pour les autres. Ce sont plus les intérêts qui font que telle puissance puisse être derrière tel État ou telle autre puissance puisse être derrière tel ou tel autre État. Merci pour la parole accordée. J'ai une question à poser. J'avais deux questions. D'ailleurs, la deuxième question, c'est la réponse déjà que vous venez de nous dire. Nous savons que d'après votre exposé, nous souffrons ici en RDC à cause de notre richesse. D'après mes conclusions, c'est la raison pour laquelle les pays voisins de notre pays en profitent avec leur grande puissance pour nous menacer, pour créer n'importe quoi dans notre pays. Ma première question était de savoir comme ces pays-là sont nos voisins et ils s'organisent déjà avec les grandes puissances qui nous dérangent. Est-ce que réellement nous aurons un président qui sera capable de diriger notre pays ici, tant que ceux-là sont à côté de nous? Parce qu'ils profitent souvent, chaque année ou chaque temps avec leur grande puissance de nous déranger. Mais, d'après le constat, pour être aussi président de la République, il faut toujours être derrière ces grandes puissances. Si vous négligez aussi leur puissance, ils risquent de vous mettre de côté. Est-ce que réellement, quelle solution que nous pouvons aujourd'hui prendre pour être stable dans notre pays? Est-ce que vous le savez qu'aujourd'hui, Ibrahim Traoré, que je venais de citer ici, le président de Burkina Faso, a fait une rupture avec la France. N'est-ce pas, la France, c'est une grande puissance. Est-ce que quand Traoré a fait cette rupture-là, le Burkina Faso ne voulait pas? C'est pour autant dire que, même en RDC, on peut avoir aujourd'hui un président qui peut maîtriser. Qui peut maîtriser cette situation, comme je venais de le dire. J'ai énuméré un certain nombre d'éléments. Première solution, politique et diplomatique. Si déjà sur le plan diplomatique et politique, nous devenons forts, militairement nous sommes forts, les autres vont nous respecter.
Avant, la RDC avait une bonne relation avec la France. Mais actuellement, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe entre notre actuel président et Emmanuel Macron, parce qu'entre eux, il y a un peu de retire. Je ne comprends pas vraiment quelle est le vrai source de leur retire. Déjà avec l'exposé ici, vous avez déjà les éléments de réponse, n'est-ce pas, à votre question? Parce que quand nous disons que ce sont les grandes puissances qui soutiennent le Rwanda, entre autres parmi ces grandes puissances, il y a la France. Et d'ailleurs, c'est la France qui est au premier plan. La France a toujours soutenu le Rwanda. Vous vous souviendrez de la sortie de Macron une fois. Je crois que c'était pas Macron, c'était plutôt Sarkozy, qui avait dit que non, il faut que la RDC puisse mettre une politique qui permettrait à ce que les richesses de la RDC soient gérées par le Rwanda et le Congo. Vous voyez un peu? Est-ce que quelqu'un avec de ce genre de comportement, vous pouvez vous attendre avec lui? Même si c'était vous qui étiez le président de la République, vous allez vous attendre avec lui? Non. C'est ça le nez des problèmes. C'est-à-dire que la France contribue à grande échelle, n'est-ce pas, au malheur des Congolais. C'est pourquoi les relations ne sont pas au bon fixe. Je vous souhaite la bonne journée. Merci.